Au même titre que conformité, blockchain, expérience client. Et à l'heure de la dernière table ronde, donc de la journée, je sens quand même qu'il se dégage un fil rouge qui tourne autour de la data. Donc ça tombe très bien, David, que ta table ronde arrive maintenant. Je me faisais une réflexion. À l'heure des taux bas, parfois, moi, je m'interroge, est-ce que la valeur du client, elle ne réside pas de plus en plus sur les informations qu'il nous fournit ou qu'on peut capter au travers de son activité? Chez Investance, on a bien conscience que la data, c'est un peu le nouvel or noir. Et donc, il nous semblait important aujourd'hui de comprendre comment, de manière très concrète, les acteurs de la banque assurance s'organisaient justement pour manager cette ressource qui est de plus en plus stratégique et prioritaire. David, c'est toi qui avais lancé il y a un petit moment maintenant le lab autour de la data chez Investance. Donc on a de l'expérience sur le sujet et je vois que tu as réuni un plateau relevé pour justement que nous comprenions mieux comment les acteurs s'organisaient aujourd'hui. Je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup Eric et bonjour à tous. Donc effectivement, la data, pour ceux qui étaient là depuis le début de la journée, était omniprésente dans les différents exposés. Il n'y a pas de transformation digitale sans une donnée accessible et de bonne qualité. Et donc c'est le fil rouge qui s'est imposé de façon évidente pour la table ronde data d'IDOSEF 2019. Alors pour traiter le sujet, j'ai donc invité 4 personnes. Donc à ma gauche immédiate, donc Christina Poisson, donc qui est le Chief Data Officer Group, on dit plutôt d'ailleurs Group Chief Data Officer, Christina, excusez-moi, Société Générale. À sa gauche, donc Christophe Bonnefou, Chief Data Officer de BNP Paribas Asset Management. Et puis encore à sa gauche, Ludovic Lavarette, qui nous expliquera pourquoi le groupe BPCE a donné un tel titre à son poste, directeur gouvernance et démocratisation de la data, mais quand j'ai rencontré monsieur Lavarette, il m'a dit mais en fait je suis le groupe Chief Data Officer, mon job c'est groupe Chief Data Officer au sein de BPCE. Et puis vous avez tout à l'extrême droite Cyril Ayoun, donc il n'est pas du tout data manager, et j'ai fait exprès, et je remercie Cyril d'avoir voulu jouer ce rôle un petit peu de mouche du coche, puisqu'il est utilisateur de données. Donc c'était bien d'avoir la voix de l'utilisateur à travers ses projets. Il vous expliquera tous les projets qu'il a fait chez BNP Paribas Cardiff et peut-être les souffrances qu'il a pu avoir du fait de la data dans ses projets. Et je l'ai invité pour jouer un petit peu la mouche du coche dans cette table ronde. Je te remercie Cyril. Voilà, donc on va démarrer. Donc comment va être organisée notre table ronde? Slide suivant s'il vous plaît. Donc on va traiter 2 points. Il va y avoir 2 temps, même 3. Dans un premier temps, je vais laisser chacun peut-être se présenter. Vous remontez en arrière. Merci. Laisser chacun donc se présenter pour nos 3 data managers voilà, les missions, le rôle du data management dans leurs maisons respectives, qui sont de grandes maisons. Et puis bien entendu, quelles sont les implications et comment ils vivent les challenges que leur pose la multiplication des usages des données dans leur maison. Voilà, puisque le développement de toute cette digitalisation est très challenging pour le responsable du data management et ses équipes. Et quels sont ces challenges? Et puis en face de ces challenges, il y a des réponses. Alors il y a un mot qui peut-être traîne beaucoup. On dit qu'il faut créer des entités data-centriques. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors on a identifié avec mes intervenants quelques facteurs clés de succès qui justement permettent de faire évoluer une organisation vers ce qu'on appelle une entité data-centrique. Et donc, dans un deuxième temps, on parlera de quelques-uns de ces facteurs de succès. Voilà, donc on va commencer par les présentations et puis on abordera ensuite le sujet des challenges. Pendant la première partie de la table ronde, vous allez répondre évidemment à un sondage qu'on va utiliser. Donc, on va vous poser 3 questions. Vous les avez sous les yeux. Alors, évidemment, vous voyez tout de suite que c'est des questions qui ont un rapport avec la centricité de la donnée dans votre organisation. Et puis, en fonction, on mettra ensuite les réponses dans la deuxième partie, quand on parlera des facteurs clés de succès. Et puis, ça permettra également d'éclairer les propos de mes invités dans la deuxième partie de la table ronde.
Voilà, maintenant je laisse le soin à chacun de se présenter. Merci. On continue. Je crois que j'ai un petit bouton. Voilà, on va commencer par la Société Générale. Bonjour à tous. Je pense que vous nous connaissez, donc Société Générale. Nous sommes une banque universelle, sur lequel nous avons, comme vous l'indiquez, un certain nombre de grands pôles métiers. Donc le pôle lié au retail, notamment en France, tout ce qui est le retail et les services financiers à l'international, et puis tout ce qui est banque, grande clientèle, banque d'investissement et solutions investisseurs. Donc quelques chiffres, et l'idée n'est pas de passer trop de temps sur ces chiffres, même si c'est de la donnée, et donc c'est vraiment au cœur de notre sujet. Donc 31 millions de clients, donc particuliers, entreprises et investisseurs, et environ 150 000 collaborateurs. Donc déjà avec ces deux tiers que sont les collaborateurs et les clients, nous avons déjà beaucoup d'enjeux relatifs aux données. Le groupe s'appuie vraiment sur des valeurs autour de l'esprit d'équipe, la responsabilité. Et d'ailleurs, je pense que ce sera l'occasion d'en parler, parce qu'au travers, avec la donnée, il y a beaucoup de questions autour de la responsabilité. Bien sûr, l'engagement, mais surtout l'innovation. Et là aussi, la donnée est clé pour développer l'innovation et les nouveaux services que l'on pourrait proposer à nos clients et à nos collaborateurs. Alors, au niveau du Data Office, les données sont bien considérées au niveau du groupe comme un actif stratégique, et le groupe s'appuie sur un réseau de data office. Donc moi, en tant que chief data officer au niveau du groupe, je m'appuie sur un réseau de plus de 60 CDO qui sont tous représentent l'ensemble des métiers, le métier et des filiales du groupe. Et nous avons pris le parti de gérer tout le cycle de vie de la donnée. En fait, de sa création jusqu'à sa fin de vie. Et donc, on a organisé nos activités autour de ce cycle de vie de la donnée. Et vous allez retrouver les grands piliers sur lesquels nous travaillons. Donc, nous travaillons sur des sujets plus, je dirais, historiques, les référentiels, les données de référence, avec quoi, sans quoi une entreprise a du mal à fonctionner, qui permet d'avoir un langage commun. Donc, ça va être le référentiel des tiers, des produits, des nomenclatures, enfin tout ce qui permet de partager l'information entre les différentes business units et service units. Donc, ça reste un cœur d'activité au niveau des data office. Nous avons tous les enjeux autour de ce qu'on a mis autour du data design et la data quality, ce qui a été fortement porté par rapport à des enjeux notamment réglementaires autour de BCBS 239. Nous avons aussi tous les sujets aussi liés à la protection des données et tout ce qui est leur conformité, notamment au travers de GDPR, et les data office jouent un rôle clé sur ces enjeux. Nous sommes la première ligne de défense sur ces enjeux, et le DPO est la deuxième ligne de défense. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est l'utilisation, l'usage de ces données et la valorisation, de façon à pouvoir mettre en place l'ensemble des solutions, des process, des gouvernances pour favoriser cet usage au sein de l'entreprise. Nous travaillons aussi à tout ce qui est autour de l'accessibilité de la donnée, le partage au sein du groupe, que ce soit entre entités, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et tout ça est porté à travers une gouvernance, une animation de ces CDO, et puis de définir les axes stratégiques sur lesquels nous souhaitons que le groupe et l'ensemble des data office travaillent. Merci beaucoup, Christina. Alors, donc, on donne la parole à Christophe. Bonjour à tous, ça marche? Ouais, c'est bon. Donc BNP Asset Management, donc c'est une filiale de BNP. On est une société de gestion et on n'est pas une banque. Déjà, c'est un premier point, puisqu'en fait, on n'est pas soumis aux mêmes réglementations. Donc, on n'est pas soumis notamment au BCBS 239, ce qui fait que la vocation d'un Chief Data Officer n'est pas déjà de répondre uniquement à cette réglementation-là. Le scope est beaucoup plus large pour un asset manager. Mon scope est worldwide et je manage, grosso modo, pour vous faire simple, 33 pays, 13 business domaines et quelque chose comme 63 ou 67 legal entities. Ce qui est important de se rappeler, on a des actifs, donc parmi tous les chiffres que je vous ai mentionnés et que j'ai tout vérifié, donc en termes de qualité de données, il n'y a pas de souci. On gère quelque chose comme 400
et des poussières milliards d'AUM. On a plus de 3000 fonds et mandats. Donc ça, c'est vraiment le métier de l'asset manager. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que notre vocation, c'est d'investir. L'asset manager investit. Et donc, en tant que Chief Data Officer, ma vocation, c'est d'investir dans le data management. Par contre, si j'investis 1 euro dans le data management, forcément, j'ai besoin d'un payback. Et donc, forcément, je vais réfléchir à 2 fois avant de mettre mes billes dans un endroit, dans un use case, etc. etc. Et ça s'applique finalement aux 4 domaines de la data, c'est-à-dire la data governance, la data quality, forcément la valorisation des données et la protection. Ça fonctionne à chaque fois de la même manière. Et quand on se dit ça, on se dit qu'à partir du moment où le CDO devient garant des données stratégiques d'une société, que ces données soient stratégiques, soit, on va dire, personnelles, ou, et je rajouterai une subtilité sur la partie des référentiels et des métadonnées, à partir du moment où vous arrivez à faire prendre conscience ça à une organisation, vous avez le deuxième choix qui arrive, c'est le choix du modèle opérationnel. Et en fait, dans une organisation telle que je vous l'ai décrite, c'est-à-dire plus de 30 pays, plus de 12 business domaines, etc., etc., on a volontairement fait le choix d'un modèle opérationnel décentralisé et on a posé 3 principes. Le premier principe, c'est que chaque domaine métier doit être responsable de ses données. C'est facile à dire. Je peux vous dire qu'à mettre en œuvre, c'est un vrai travail. Il faut beaucoup de conviction, beaucoup d'énergie et beaucoup de discipline. Deuxième point, c'est que chaque domaine doit être responsable d'identifier et de qualifier les personnes à embarquer finalement dans cette gouvernance. Le plus dur finalement pour un CDO, c'est de se dire avec qui je travaille. Avec qui je travaille, de quelles compétences j'ai besoin pour avancer, arriver à ma target, fixer finalement des objectifs ambitieux et réalistes. Ça, c'est le deuxième point qui est crucial. Le troisième point, et qui est loin d'être simple, c'est de se dire, je m'équipe comment en termes d'outils pour gérer la qualité de mes données. Il existe, et je pense que tout le monde dans cette salle connaît des solutions éditeurs, que je ne citerai pas, qui sont performantes ou pas. Et en fait, ça, c'est un vrai sujet. La solution miracle pour gérer la qualité de données n'existe pas. Il existe beaucoup de solutions. On en teste beaucoup, mais la solution miracle n'existe pas. Et donc, on est face à un choix, on est face à un trade-off où on se dit quelles sont mes expectations au regard de la qualité que je souhaite atteindre et de facto, de quel outil je m'équipe pour maîtriser mon risque et faire en sorte que mon ROI soit le plus optimal possible. Après, comment on s'est organisé au niveau d'AM? Donc, il était hors de question que je centralise toute la data gouvernance autour de moi. Donc, j'ai créé 4 organismes agiles, donc tels que je vous le disais en termes de gouvernance, data quality, data value et data protection. Et en fait, j'ai proposé au COMEX un indicateur assez simple qu'on appelle le Rich Effect, qui est simplement un ratio entre le nombre de personnes de ma data community divisé par le nombre de personnes du data office. Et donc ça nous permet de voir l'effet de levier finalement mois par mois et donc trimestre par trimestre et donc de la manière dont on embarque finalement l'organisation et donc notre maîtrise à embarquer cette organisation-là. Et c'est assez instructif parce qu'on le suit mois par mois et on voit finalement si l'organisation est en surchauffe ou pas en fait. Et ça donne un bon KPI, c'est quelque chose qui existe dans bon nombre de cabinets de conseil où en fait un manager qui finalement est en relation avec des clients, ce qu'on regarde c'est son grip sur son portefeuille client. Et on voit bien que si vous avez trop de clients, à un moment donné, vous les servez beaucoup moins que si vous avez le nombre adéquat de clients à gérer. Voilà. Merci Christophe. Ludovic. Bonjour, donc Ludovic Favaret, je travaille pour le groupe BPCE. Le groupe BPCE, c'est un groupe bancaire, 30 millions de clients, 105 000 collaborateurs. C'est surtout
pas mal de marques, c'est un groupe mutualiste, c'est les marques Banque Populaire, c'est les marques Caisse d'Épargne, c'est Natixis, c'est également la Banque Palatine, la Casden, le Crédit Coopératif. Donc c'est un ensemble d'entreprises bancaires qui travaillent pour le même groupe. Et c'est peut-être intéressant qu'on revienne sur ce point-là, parce que tout à l'heure, dans l'introduction de David, il disait que j'allais vous expliquer pourquoi la dénomination de mon poste est directeur de la gouvernance et de la démocratisation de la data. Je pense que quand on parle de la structuration de notre groupe, avec toutes les entités qui le composent, on comprend pourquoi on a besoin d'une gouvernance. J'ai à animer aujourd'hui un réseau de 42 Data Manager Officers qui sont des CDO, des petites entités qui composent le groupe BPCE. Donc 11 banques populaires, 15 caisses d'épargne, autant de Data Manager Officers qui ont dans chacune de leurs entités compris les enjeux de la data et qui initient des actions autour de la data pour la valoriser, pour la mettre en qualité, pour évangéliser au sein de l'entreprise sur les intérêts de tenir compte de ces enjeux de la data. Mon rôle, c'est de m'assurer que les 42 entités travaillent bien ensemble. Que quand une entité a fait une percée, a une initiative en avance de face par rapport aux autres, que nous arrivions quelque part à en faire profiter l'ensemble de la communauté. Donc je m'appuie pour ça sur une expérience de 15 ans dans le groupe, 6 années dans l'informatique des banques populaires et 9 années dans 2 banques populaires différentes. J'ai eu la chance de rejoindre les équipes de BPCE au mois de juin dernier et de travailler pour Yves Tirode, qui est le directeur général du groupe BPCE en charge du digital et de la data. Et dans cet ensemble, donc, je porte la gouvernance et la démocratisation. Et la démocratisation, c'est tous les volets qui vont me permettre d'acculturer et de faire monter en compétence les experts de la data. Donc, je vulgarise souvent en disant qu'il y a 2% d'experts dans nos établissements qui travaillent avec la data tous les jours. Ce sont des collaborateurs qu'il faut former avec des formations certifiantes et faire monter en compétences. Il faut ensuite les animer pour qu'ils travaillent bien ensemble. Et puis, les 98% restants, il faut les acculturer et les faire monter en connaissance autour de la data. Et j'aurais tendance à dire, j'ai rajouté un petit QR code, un petit scan, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus. C'est quelque part les gens qui en parlent le mieux. Si vous scannez ce QR code, vous allez retomber sur une série de podcasts. C'est une série qu'on a publiée sur toute l'année 2019 et qu'on va continuer sur l'année 2020. Tous les 15 jours, il y a une personne qui travaille dans la data dans le groupe qui prend la parole sur un petit podcast de 5 à 7 minutes et qui va vous expliquer ce qu'est son métier et ce qu'elle fait avec la data. Ça aussi, ça fait partie de la démocratisation. Merci Ludovic. Et donc, normalement, le client est toujours premier. Je suis désolé, Cyril. Ne t'inquiète pas. Cyril Ayoun, je travaille pour BNP Paribas Cardiff, qui est la filiale assurance de BNP. C'est un business model assez intéressant parce qu'il n'y a pas de structure de vente en soi. On est en B2B2C. Ça veut dire finalement que c'est le partenaire distributeur qui va avoir 60 à 70% des données dont on a besoin pour retravailler. Donc on va recevoir ces données sur un premier filtre, au moins tout ce qui concerne la souscription. On va être un peu en meilleur état pour tout ce qui a concerné la gestion de sinistres, parce que là, effectivement, le distributeur est relativement peu intéressé à les traiter en direct. Et sur un portefeuille d'aujourd'hui à peu près 35 pays, avec une palette de produits assez diversifiée comme l'assurance des emprunteurs, l'extension de garantie et tout ce qui peut couvrir l'assurance vie. Je suis en charge, depuis mon arrivée chez Cardiff, de toutes les missions d'amélioration de l'efficacité et de l'automatisation. Amélioration de l'efficacité, on a commencé avec la création d'un centre de service au Portugal en 2013, mais très rapidement on s'est rendu compte qu'on voulait travailler sur l'automatisation, la mise en place d'outils qu'on appelle les outils de gestion de règles métiers, Business Rule Management Systems. Vous lui envoyez des inputs, il vous recrache une décision. Et tout depuis 2 ans, je travaille beaucoup sur tout ce qui concerne la robotic process automation et les algorithmes de prise de décision. Donc pour ces deux dernières parties, les outils de gestion de règles et les algorithmes de prise de décision, avec l'objectif de l'entreprise qui est 80%
de décision automatisée, on a vraiment besoin de passer par une source d'information qui soit propre. Propre, ça veut dire non seulement que toutes les informations qui existent dans mes systèmes soient intègres, mais deux, ça veut dire que aussi tous les états des transactions qu'on va qualifier d'intermédiaires en soi et qui n'étaient pas conservés dans les applications jusqu'à présent, soient stockés non plus dans les applications, mais ailleurs. Ça peut être, pour faire moderne, un data lake, on va dire plus modestement pour l'instant que si on avait un data hub qui tenait à peu près le choc, ce serait bien. Mon but finalement, après 6 ans de déploiement de projets à l'international, que ce soit en Amérique latine, en Europe ou en Asie, de projets d'automatisation, je reviens avec un leitmotiv qui est assez précis, qui est: dites-moi finalement quelles sont les données qui sont disponibles aujourd'hui et comment je peux y avoir accès. Dites-moi quelles sont les données qui sont intègres, et pour celles qui ne le sont pas, quels sont les plans finalement pour arriver à y remédier, pour qu'au final je sois capable de revenir devant le comité exécutif et lui dire: à vue de nez, à horizon 3 ans, on pourra automatiser 20, 25, 30% des décisions qu'on a aujourd'hui dans l'entreprise, parce que les 50 à 70% restants, je dois travailler, je dois investir pour sécuriser la présence, la disponibilité et l'intégrité des inputs dont je vais avoir besoin. Merci Cyril. Voilà, donc vous avez, je dirais, une première introduction sur à la fois le data management dans 3 grands groupes français, et puis la vue, je dirais, de quelqu'un qui a vraiment besoin à la fois d'un management et aussi d'infrastructures data extrêmement en laquelle il aura confiance, en fait. Voilà, donc nous allons maintenant aborder la première partie de notre échange sur tout cela, comment nos responsables du data management vivent ces challenges, quels sont leurs challenges. Et donc, on a articulé notre échange sur 3 thèmes des challenges. C'est d'abord la réaction des Chief Data Officers par rapport au développement des usages et à la multiplication des usages des données. Et donc, peut-être pour aborder ce premier point, je vais d'abord interroger Christophe sur ce point. Alors les usages, comment percevez-vous leur multiplication? En fait, il faut en arriver à se poser la question sur la genèse. Comment on en est arrivé un peu là? Premier élément, je pense, c'est l'arrivée de l'open source. En fait, l'arrivée de l'open source a créé là aussi des nouvelles compétences sur le marché, l'arrivée des data scientists, et finalement, ça a permis là aussi d'exploiter à fond, on va dire, à la fois les données internes d'une entreprise, mais aussi les données externes. Ça a été le premier vecteur. Côté IT, il y a un deuxième vecteur qui est important, on n'en parle pas assez. C'est quand même une vague de fond où bon nombre d'applications métiers sont décommissionnées chaque jour, chaque mois, ce qui fait que peu à peu, ça désilote là aussi des données qui étaient silotées à l'intérieur d'applications. Et ça, aujourd'hui, quand vous désilotez des applications, vous désilotez des bases de données, vous les mettez dans un lake où, moyennant une juridiction plus ou moins parfaite, les données sont rendues accessibles à plus de personnes, par effet réseau et effet de diffusion, ça multiplie leur usage, puisqu'en fait, vous permettez à des personnes qui n'avaient pas accès à ces données de pouvoir les utiliser, à condition bien sûr qu'elles en aient besoin, à condition de respecter toutes nos régulations, à savoir GDPR, les secrets bancaires, les secrets professionnels, etc., etc. Mais ça a démultiplié l'usage de la donnée. Merci Christophe. Christina ? Alors la multiplication des usages, c'est un axe important dans la mesure où l'usage permet de créer cette valeur, la valeur attendue. De notre côté, nous avons identifié un certain nombre de grands axes sur lesquels l'ensemble des équipes travaillent. Donc bien sûr, tout ce qui va être autour de la meilleure gestion des risques opérationnels, l'amélioration et l'optimisation des processus,
également la création de valeur et de nouveaux produits pour nos clients. Et c'est à travers ces 3 grands axes que toute la gouvernance des usages est là, se développe. Alors nous, en tant que CDO et Data Office, on est là pour accompagner les métiers dans cette, je dirais, révolution. Et on a deux grands axes. Premier axe, on est là pour lever les freins à ces usages, parce que il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être pris en compte et que on doit accompagner le métier pour que ça se fasse dans les meilleures conditions, en respect des réglementations, en fonction des capacités techniques par rapport à des données qui peuvent être silotées, non accessibles, et mettre en place aussi l'ensemble des socles techniques pour pouvoir permettre cet usage. Et le deuxième point, bien sûr, c'est pas simplement de lever les freins, mais c'est de voir comment on peut les aider à appuyer sur l'accélérateur. Accélérateur, c'est-à-dire avoir des partages de bonnes pratiques, des partages des cas d'usage, des partages aussi des idées, et de pouvoir créer, en fait, désiloter pas simplement les solutions, pas simplement les données, mais aussi les usages. Et clairement, après une première phase où on a pour beaucoup poké, pour beaucoup testé cette technologie, on est vraiment dans une phase de passage à l'échelle au niveau de la digitalisation et de l'utilisation de ces données. Et on a mis toute une série de gouvernance et de processus en place pour pouvoir faciliter ce développement des usages au sein du groupe. Je vous donnerai un petit exemple. On a mis en place une solution qui s'appelle DataGo. Comme son nom l'indique, en gros, c'est comment faire pour pouvoir utiliser ces données, le faire en meilleur usage. Et ça permet de vérifier, avec quelques questions bien sûr, très rapidement pour quelqu'un qui a une idée, à savoir s'il va pouvoir, si son idée, elle a déjà beaucoup de feux verts ou quelques feux oranges ou potentiellement un feu rouge, et de voir comment elle peut aller plus vite. On va pouvoir voir avec lui en fait quatre grands sujets: la protection des données personnelles, le respect du secret bancaire, la confidentialité des données. Et voilà, donc l'idée, c'est on permet que les experts qui sont nécessaires pour pouvoir valoriser ces données, que ce soit la security, les security officers, la compliance et les juristes, on favorise cet écosystème pour que les usages se multiplient au sein du groupe. Et aujourd'hui, on a plus de 170 cas d'usage autour de l'IA et du big data qui sont en production, et on les suit trimestre après trimestre, on les fait développer. Et d'ailleurs, pour certains, ont été présentés lors d'un grand événement autour de la technologie organisée au sein du groupe, de façon aussi à un peu dans cet esprit de partage, d'acculturation, de démocratisation de ces cas d'usage, faire que ça se multiplie, mais bien vraiment de façon responsable et maîtrisée. Voilà. Merci Christina. Ludovic. Juste un petit complément, parce que je crois que vous avez dit l'essentiel sur la partie usage. Je veux juste rebondir sur un point. Vous disiez tout à l'heure que la partie data lake, les usages, tout ce qu'on développe aujourd'hui désilote les métiers. Je partage complètement. Moi, je trouve juste que ça resilote un peu sur la dimension conception technique et compréhension par tous. Ça complexifie un petit peu les choses, et je trouve qu'on a aussi un rôle, quand on est sur nos postes, qui est un rôle d'expliquer en fait ce qu'on fait avec la data. On prend dans le groupe BPCE l'usage de la data pour 2 populations. À quoi va nous servir la data ? Elle va nous servir à penser la banque de demain pour nos clients et au service de nos clients et pour nos collaborateurs. Je pense que c'est le même cas chez vous, c'est le même cas partout. Je pense juste qu'il faut qu'on arrive aussi à réexpliquer à nos clients et à nos collaborateurs ce que l'on va faire avec la complexité de la data et de la data science avec la donnée, pour qu'on soit extrêmement clair. Le premier asset que l'on a aujourd'hui, c'est la confiance dans nos données. Et on va en parler tout à l'heure. Et donc, on doit rendre à nos clients et à nos collaborateurs une image extrêmement claire de ce qu'on fait avec leurs données. Heureusement, je dirais que dans nos métiers, la RGPD nous y contraint. C'est une excellente chose. Mais on se doit aussi d'être pédagogique si on ne veut pas recréer de nouveaux silos qui seraient cette fois des silos technologiques et non pas des silos métiers. Merci Ludovic. Donc merci à nos 3 data managers d'avoir abordé ce point clé. Bon, je pense que vous comprenez tout de suite pourquoi on l'a mis comme premier point, puisque je dirais que c'est par les usages, évidemment, qu'on aborde ce sujet data.
Alors le deuxième point challenging, c'est la qualité. Alors chez Investance, on a observé que la qualité est revenue sur le devant de la scène en 2019. La qualité des données n'est pas un sujet nouveau, loin de là. Il y a toujours eu des sujets de qualité de données, et même bien avant l'apparition du métier du data management. Je rappelle que la première mission dans les années 2016, quand il y a eu la vague de nomination des Chief Data Officers dans l'industrie financière en France, généralement, la première ligne de leur mission était la qualité de la donnée. Après, il y en a eu d'autres, mais au départ, c'était ça. Et souvent lié d'ailleurs dans la banque à BCBS 239 et dans l'assurance à Solvency 2. Bon, et puis ce sujet a été un petit peu, est toujours resté présent, mais d'autres sujets sont venus. On a vu la traçabilité, il y a eu beaucoup de réflexions parmi les professionnels du data management sur des sujets comme le linéage, par exemple. Il y en a eu d'autres. Et puis on voit revenir en force ce sujet cette année. Et donc c'est qualité, qualité, qualité plus que jamais. Et donc on s'est interrogé pourquoi. Et donc c'est la question que je pose à mes invités, à commencer peut-être par Cyril. Merci. Pourquoi donc effectivement, moi je fais des projets effectivement sur l'automatisation depuis un peu plus de 10 ans. L'automatisation, ça porte sur quoi? C'est la création d'algorithmes, que ce soit de scoring, que ce soit d'autres choses, qui en s'appuyant sur le passé, si possible pas trop vieux, permet de prédire des comportements. On l'a utilisé principalement sur la souscription d'assurance et la prise de décision sur les sinistres. On s'intéresse à l'historique de nos clients, en particulier, quelle typologie de produits ils ont eu, le nombre de sinistres qu'ils ont eu, les conditions qui ont justifié ces sinistres. Et on se rend compte, la plupart des cas, qu'on a bien toutes les variables théoriques dont on a besoin pour prendre une décision, mais quand on passe à l'alimentation pratique, on vous dit oui, mais là, ces données-là, elles ont été polluées par le fait que j'ai pu faire un geste commercial et que je ne l'ai pas identifié. Elles sont polluées par le fait que quand j'ai migré d'un système de gestion de sinistre à un autre, c'est bête, j'ai juste reporté l'état final de ce sinistre, mais pas l'état intermédiaire. Elles sont polluées aussi simplement parce que le groupe, à un certain niveau, s'intéressait à un reporting assez générique et ne demandait pas les explications sous-jacentes. Donc, on me dit effectivement, les données, on les a, mais on se rend compte qu'on ne permet pas aux opérationnels de les exploiter, que ce soit en termes de stockage, que ce soit en termes d'intégrité. Et jusqu'à il y a peu, ces données n'étaient même pas considérées comme la propriété de leurs utilisateurs métiers. Elles étaient considérées comme un patrimoine informatique. Donc là, c'est un petit peu tous ces éléments aujourd'hui qu'on cherche à remettre en cause et dont on espère effectivement que ces enjeux soient bien compris par tous au sein de l'entreprise. Merci beaucoup Cyril. Ludovic, est-ce que vous souhaitez rajouter? Oui, je veux bien. On parle beaucoup de qualité de données, tu le soulignais tout à l'heure, et on en parle de plus en plus. Pour autant, il ne faut pas laisser croire qu'on ne fait rien sur la qualité des données. Ça fait des années qu'on travaille cette matière première. Il y a juste une chose qui remet en avant la nécessité de mettre en qualité nos données, de façon plus profonde peut-être, c'est la data science et les usages qui sortent de la data science. Il n'y a pas d'usage sans données, il n'y a pas d'usage sans données de qualité. Voilà, il faut qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir prendre les usages avec les besoins des données pour mettre en œuvre ces usages et de pouvoir se dire, ces données-là, on va les mettre en qualité. Mais des actions de mise en qualité, il y en a depuis des années. Je vois au niveau du groupe BPCE, les équipes qui ont travaillé sur le programme BCBS 239, sur les 3 années qui viennent de se passer, mais on suait sang et tout ce que vous voulez pour pouvoir remettre en qualité des données, pour autant des données qui étaient des données déjà de qualité dans l'absolu, mais qui avaient des problèmes de fraîcheur, qui avaient des problèmes de définition qui n'étaient pas forcément harmonisés entre des SI différents, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on a des données qui ne sont pas de bonne qualité. Ça veut dire qu'on a des données qu'il faut améliorer, qu'il faut rendre plus cohérentes entre elles, qu'il faut arriver, quand on a des SI différents, à homogénéiser quelque part les définitions de ces données et la restitution qu'on va en faire.
Et ça, c'est un travail qui devient de plus en plus complexe, mais je crois qu'il est lié aussi avec l'apparition du big data, de la data science, des cas d'usage, qui met en exergue, avec l'augmentation des volumes de la donnée, la nécessité d'être de plus en plus précis et fin sur la mise en qualité de nos données. Et c'est un enjeu majeur. Moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est le gâteau sous la cerise. C'est-à-dire que si on ne fait pas cette partie-là, ça ne sert à rien de travailler la cerise, qui est le cas d'usage. Merci Ludovic. Je vais me tourner maintenant vers Christophe. Je me rappelle une conversation qu'on a eue, Christophe, il y a 2-3 mois, où bien sûr tout le monde travaille avec des budgets contraints. Et je lui avais dit, si tu as 100 € à dépenser, réfléchis bien, mais la priorisation, c'est faire ton investissement qualité. Et comme pour toi, le data management, c'est aussi un investissement, tu peux peut-être nous réagir par rapport aux propos qui viennent d'être dits. En effet. Et surtout, quand je me rappelle très bien quand je suis arrivé en tant que CDO chez M il y a 2 ans, ça a été un vrai sujet. Parce que déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà ce mot en lui-même est confusant. Il n'a pas la même interprétation si vous en parlez à un DSI qu'à un CDO. Donc ça a été mon premier axe. Je suis allé voir mon DSI ou CIO. Et en fait, on s'est vite aperçu qu'on ne parlait pas de la même chose. Donc lui me parlait de l'intégrité des données. On n'a pas de souci d'intégrité de données. J'ai un excellent ETL, je ne citerai pas la marque, mais tout ça fonctionne très bien. Et en fait, on s'est aperçu que l'organisation ne connaissait pas les critères selon lesquels on juge qu'une donnée est de qualité. Il y en a 8, on les a marketés, on a expliqué que tous les plans de contrôle qualité devaient respecter au maximum ces 8 critères. Donc on a fait tout ce travail de pédagogie, on a impacté tous les plans de contrôle de data quality et ça n'a pas été que l'histoire du DSI. Après, ça a été le premier point. Deuxième point, on a créé un KPI d'entreprise. Donc on a réfléchi et on a mis ce KPI dans le tableau de bord du COMEX. Donc on appelle ça le Data Quality Index et on le reporte 2 fois par an. Et en fait, on s'est dit, ce KPI, il faut que le COMEX sache le comprendre et le pitcher. Et donc, on a fait un test en janvier dernier. On a reconduit ce test en juillet. Et aujourd'hui, finalement, dans tous nos town halls, il y a une petite phrase sur ce Data Quality Index. Et donc, ça veut dire que mes 6 membres du COMEX prennent peu à peu conscience de cette qualité de données. Donc, on a un indice de confiance, finalement, sur la qualité de nos données. Ça, c'est très, très important, parce que finalement, tous les opérationnels voient que leur effort est reconnu. Et en plus, il y a la petite phrase en town hall en janvier et en juillet sur la progression de cet index. Ça bouge, il y a un peu de volatilité, on aime bien ça. Ça montre les progrès. Donc ça, c'est très, très, très important et ce qui fait que ça fait la relation avec ton 3e point qui est la confiance dans les données. Merci Christophe pour cette transition. Donc pour la confiance, je vais d'abord me retourner vers Christina Poisson, parce que Christina, quand j'ai rencontré pour la première fois Christina dans le cadre de la préparation, c'est vous qui m'avez mis le doigt sur cette notion qui est liée aussi au fait que dans notre industrie, notamment les banques, sont des tiers de confiance. Donc au-delà de la qualité, qui reste des critères assez techniques finalement, il y a un enjeu encore plus fort qui est celui qu'ont, je dirais, l'ensemble des parties prenantes, la confiance qu'ils ont dans la donnée. Et donc, comme c'est Christina qui m'a soulevé ce point la première, je lui laisse la parole en premier sur le sujet. Alors pour moi, c'est clé. Et même quand on parle de data quality, la confiance, elle doit être là. Parce que si on n'a pas confiance dans les données qu'on va manipuler, ça passe déjà par la qualité. Et pour moi, confiance, c'est aussi une responsabilité. Responsabilité à la fois en tant que banque, vis-à-vis de mes clients, de mes collaborateurs, mes régulateurs, mais c'est aussi quelque part une responsabilité de chaque collaborateur. Quand j'ai commencé à travailler dans les données, je faisais souvent un parallèle entre, en tant que citoyen, je suis éco-responsable, c'est-à-dire que je ne prends pas ma voiture les jours de pollution, je trie mes déchets et j'utilise le compost dans mon jardin pour les déchets organiques.
je demande à chaque collaborateur du groupe ESG d'être data responsable également. Et ça marche pour la data quality, c'est-à-dire je vois une anomalie, je la corrige pas simplement pour mon usage, mais je la corrige, je dirais, au niveau de la golden source pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et cette data responsabilité, elle est vraie sur la qualité, elle est vraie sur la protection. GDPR a renforcé cet axe au niveau de l'utilisation de la donnée et des usages, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les données, notamment les données personnelles. Nous avons tous, je pense, œuvré à identifier l'ensemble de ces traitements et de façon à identifier toutes les finalités et d'obtenir, quand il est nécessaire, le consentement des clients. Et je pense qu'aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère à travers le développement de l'intelligence artificielle, où là, la responsabilité et la confiance, elle prend encore une autre envergure. Et on est en train de travailler sur tous les sujets d'éthique sur l'usage de la donnée et éthique par rapport à l'intelligence artificielle. Et le rôle du CDO aujourd'hui, je pense qu'il va être clé dans les années à venir, parce que la première source de difficultés qu'on peut identifier aujourd'hui à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça va être les biais qui vont être engendrés par ces intelligences artificielles, ce deep learning qu'on ne va pas toujours obligatoirement comprendre, au moins dans un premier temps, et le jeu des jeux de données, ceux qui vont être mis en alimentation, en formation à ces intelligences, va être clé. Vous avez tous en tête AWS qui a débranché très rapidement son intelligence artificielle qui sélectionnait automatiquement les meilleurs candidats, et au bout d'un an, s'est aperçu que son algorithme était devenu quelque peu misogyne et ne recrutait plus de candidats femmes. Ça, quelque part, c'est à travers le jeu de données, les CV mis en historique, certes, qui étaient biaisés parce que dans leur secteur d'activité, il y avait peut-être moins de femmes qui avaient été sélectionnées, mais cependant, un jeu de données non neutre va pouvoir potentiellement entraîner des difficultés. Et donc pour moi, aujourd'hui, on s'est posé des questions de confiance et de responsabilité sur des sujets de qualité. On s'est posé ces questions dans les sujets de privacy, de protection. Aujourd'hui, on passe à une nouvelle ère où il va falloir se poser des questions aussi par rapport à l'intelligence artificielle, l'éthique, que ce soit au niveau du by design, quand on met en place, by usage aussi. Qu'est-ce que l'on fait avec, à quel niveau, et ces questions. Et puis après, on pourrait aller plus loin sur les sujets de responsabilité environnementale et sociale par rapport à cette évolution. Et je pense que les CDO ont un rôle majeur à jouer pour pouvoir permettre de rester ce tiers de confiance auprès de nos clients et de nos collaborateurs. Merci Christina. Ludovic, dans ton travail de démocratisation, comment ce sujet de la confiance apparaît-il? Où est-il pris en compte? Je vous le disais un peu tout à l'heure, c'est juste crucial, c'est le principal asset d'une banque, la confiance. Ce qui est important pour nous, c'est que nos clients aient confiance en nous, qu'ils aient confiance en nous, qu'ils aient confiance sur le sujet de la data par rapport à tout ce qu'on va pouvoir faire sur les données qu'ils nous confient. Typiquement, un sujet qui se pose de façon assez récurrente, c'est de se dire, est-ce qu'un groupe bancaire peut monétiser les données dont nous disposons de la part de nos clients? Dans notre groupe, on est en train de travailler sur notre futur plan stratégique. La réponse de nos dirigeants, elle est assez unanime, c'est non. On ne monétisera pas les données de nos clients pour la simple et bonne raison que ça peut être un dérapage assez catastrophique et on peut donner une image qui est complètement désastreuse sur l'usage que l'on a sur les données que nous conservons concernant nos clients. Donc, on considère que c'est un asset. Si c'est un asset, il faut le protéger. Il faut le protéger, il faut le gérer avec la plus grande exemplarité, si je puis dire. Et c'est vrai vis-à-vis de nos clients. Et là, je vais faire que répéter ce que tu viens de dire, mais on doit avoir la même démarche vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de nos collaborateurs. Voilà. Et c'est par l'exemplarité, par l'information, par la communication, et en prouvant que ce que l'on dit, on le fait également, qu'on arrivera à conserver cette confiance de nos clients et de nos collaborateurs vis-à-vis de nous et vis-à-vis de ce que l'on fait des données. Voilà, donc merci, en tout cas merci à tous les quatre déjà pour cet échange sur vos challenges. Donc vous voyez qu'en abordant le point de la confiance, voilà, on mesure, l'ampleur et la profondeur d'un sujet qui peut même devenir quelque part sociétal. Voilà, donc on va aborder maintenant la deuxième partie de notre échange. Par rapport à tout ça, pour relever toutes ces challenges et y répondre,
pour pouvoir effectivement faire ce que l'on a annoncé, hein, comme vient de le dire Ludovic. Il y a un certain nombre de facteurs clés de succès. Alors on en a identifié certains autour desquels on va échanger maintenant. Bien entendu, tout cela n'a aucune prétention à être exhaustif. C'est simplement ce qui est apparu, nous est apparu à tous les 5 comme intéressant à mentionner dans la table ronde. Il y a bien d'autres facteurs clés de succès, évidemment. On peut en même temps, si c'est possible, je demande à la régie d'afficher les résultats du sondage, parce qu'il y a un lien évidemment entre le sondage et les questions ici sur les facteurs clés de succès. Alors le premier facteur clé de succès, c'est évidemment la culture data se répand dans l'entreprise. Hein. C'est le job des Chief Data Officers qui sont devant vous. Et donc je vous donne les chiffres parce que voilà, ils apparaissent sous le guise de là-bas, mais Christina, vous êtes loin. Donc les données sont-elles considérées comme un actif stratégique dans votre entreprise ? Il y a 0% de réponses plutôt pas d'accord et pas du tout d'accord. Donc tout le monde dans la salle est convaincu que c'est un actif stratégique. Bon, je pense qu'on l'a assez dit. D'ailleurs, 57% sont tout à fait d'accord et 43% sont plutôt d'accord. Donc je dirais aujourd'hui, il n'y a plus de discussion sur ce point. C'est même peut-être inutile de faire des tables rondes puisque finalement la donnée, tout le monde comprend que la donnée est extrêmement stratégique. Voilà, alors maintenant... au-delà de dire qu'elle est stratégique, acculturer à la data, ça veut peut-être dire beaucoup d'autres choses. Et donc, je vais demander peut-être à Ludovic d'ouvrir le bal sur où en êtes-vous sur cette acculturation et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, au-delà de faire en sorte que tout le monde comprend que la donnée, c'est important. Je ne vais pas répondre exactement à la question sur où on en est, plutôt ce qu'on est en train d'essayer de faire. D'abord, c'est de comprendre quelle est la maturité de nos entreprises autour de la data. Donc, c'est arriver à évaluer le niveau de culture de nos collaborateurs et de nos entreprises au niveau de la data, et puis à proposer des solutions de formation et d'acculturation qui nous permettent de progresser. Je caricature souvent le sujet en disant qu'on a 2 populations différentes à adresser, hein, 98% de la population d'un côté, 2% de l'autre. Les 2%, c'est les gens qui tous les jours travaillent avec la data, qui tous les jours vont avoir une requête à effectuer, un rapport à monter, une analyse de données à effectuer. Ces collaborateurs-là, il faut qu'on arrive à les former sur des formations de très bon niveau, des formations certifiantes, qu'on arrive à créer des communautés pour qu'ils travaillent ensemble. Et ça, c'est un vrai job de formation. J'ai été 2 ans DRH avant de prendre ce poste. C'est un job de formation, de montée en compétences et de développement des compétences, qui est passionnant. Et ensuite, il faut qu'on mette en place des dispositifs d'animation pour le faire vivre, parce que je crois beaucoup à l'échange entre collaborateurs qui leur permet de poursuivre, de continuer à progresser entre eux. Et puis, il y a les 98%. Les 98%, c'est des gens qui ne travaillent pas tous les jours avec la data, mais qu'on a besoin d'acculturer, de faire monter en compétences. Et là, on peut partir des dirigeants, les managers de managers, les gens qui font du front office, du back, du middle, des centres de contact, voire des IRP. Peu importe, toutes les populations, on a bien besoin d'identifier comment on doit les acculturer et ce qu'ils doivent savoir sur la data. Je vais prendre un exemple très simple du collaborateur qui fait du front office. Donc dans une banque de réseau, c'est le conseiller de clientèle que vous voyez quand vous rentrez dans une agence. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi un conseiller de clientèle, il n'est pas aussi méticuleux qu'un conseiller chez Orange quand il est question de récupérer le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Pourquoi, quand on va chez Orange, on ne peut pas passer à la caisse tant que notre numéro de téléphone et notre adresse mail a été vérifié, et pourquoi on ne le fait pas dans nos réseaux? Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on arrive à expliquer à nos conseillers pour qu'ils fassent bien du premier coup, parce que si on ne capte pas les bonnes coordonnées, et je pourrais vous prendre plein d'exemples de ce type, mais c'est demain des clients avec lesquels on ne fera pas de la banque à distance, avec qui on ne pourra pas travailler sur des offres digitales. Donc, il faut qu'on arrive à acculturer, à expliquer, en des mots simples, comme on le fait aujourd'hui, de façon à ce que tout le monde comprenne qu'il y a un véritable enjeu à pouvoir récupérer toutes les informations utiles pour notre client, pour pouvoir faire tout le business à distance qu'on doit faire avec eux. Donc ça, c'est de l'acculturation. Ça passe par des data days dans les établissements, pouvoir expliquer, ça passe par des e-learning, ça passe par des séquences d'auto-formation, ça passe également par la création de communautés d'ambassadeurs dans nos établissements qui vont jouer des rôles de distribution auprès de leurs collègues les jours après les jours, quoi, quelque part. Donc, pour moi, l'acculturation, ça porte ces 3 dimensions. Une dimension d'acculturation au global, une dimension de formation et des formations de très bon niveau, et une dimension d'animation de communautés que nous aurons créées. Merci Ludovic. Alors,
Cyril, chez Cardiff, comment tu ressens cette acculturation? Nous, je dirais que l'acculturation a eu lieu assez tôt. Encore une fois, on est une entreprise qui n'avons pas de contact direct avec nos clients finaux. Donc déjà, à la base, la moindre information que l'on pouvait avoir sur nos clients était collectée avec une grande précision. Ce qui a vraiment permis la transformation de l'entreprise, c'est à partir de 2014, une volonté de piloter les processus grâce à la donnée. Ça peut paraître un peu vague comme terme. Pour vous prendre un exemple, la gestion de sinistres en Espagne, il y a quelques années, nécessitait à peu près 3 à 4 semaines entre le moment où le client arrivait en agence pour déclarer un sinistre et son premier remboursement éventuel. En reprenant ce processus-là, non plus par les étapes qui avaient du sens, mais par les données associées, on a pu se rendre compte qu'un certain nombre de contrôles qui prenaient du temps n'étaient plus justifiés. Il n'était plus justifié simplement parce que l'impact financier de la non-réalisation de ces contrôles était maigre. On est passé de 25 jours de traitement en jours ouvrables en moyenne à 8, ce qui a vraiment effectivement transformé la relation qu'on pouvait avoir avec nos clients qui nous disaient « mais moi j'ai un sinistre en incapacité, en décès, ça joue sur ma famille, ça joue sur mon niveau de vie. J'ai pas envie que vous me disiez, on verra dans un mois ». Les gens du call center qui étaient confrontés à ces clients se sont très vite rendus compte qu'en gérant sur la donnée en soi, on avait une bien meilleure relation avec les clients qui nous recommandaient bien sûr encore plus. Et c'est vraiment cette transformation au niveau opérationnel qui a joué et qui a fini, je dirais, par convaincre les managers intermédiaires et le top management après que la data, c'était pas que l'affaire des CDO, des analytics ou de je ne sais qui, c'était vraiment l'affaire de toute l'entreprise. Donc il y a vraiment cette phase numéro 1 qui était effectivement ce qu'on a appelé les data-driven processes. On a refondu l'organisation par rapport à ça et en parallèle finalement, parce que les data scientists sont une communauté assez rare et parfois assez complexe à comprendre, la mise en place d'une plateforme globale qui permet à un data scientist au Chili de parler avec son homologue au Japon en partageant les mêmes algorithmes, en regardant les impacts et en favorisant vraiment un reuse au niveau algorithme et infrastructure. Merci Cyril. Christina, sur l'acculturation. Alors, je vais peut-être pas répéter ce qui a été dit par mes confrères. Clairement, tout ce qu'on fait autour de l'acculturation, j'essaierai de le segmenter, a été fait dans les dernières années pour arriver à ce qu'on appelle une entreprise data-driven. Et donc, on a eu toute une kyrielle à la fois d'outils, que ce soit des e-learning, des LEX, des séminaires, tout un ensemble de choses qui visaient déjà à faire monter les collaborateurs de l'entreprise en termes de compétences techniques. Je dirais compétences réglementaires, compétences techniques. Ça veut dire qu'on pouvait avoir des formations pour des experts, des formations pour tout collaborateur. L'idée était de monter en compétences. Après, je pense que l'acculturation d'une entreprise, pour qu'elle soit vraiment data-driven, c'est pas juste des compétences. C'est aussi un mindset, c'est aussi du comportement, c'est aussi un changement d'état d'esprit. Et ça doit passer aussi par toute une série d'actions qui est plutôt en termes de gestion de communauté, de démonstration par la preuve. Je veux dire, essayer de faire comprendre à une entreprise qu'elle doit partager ses données entre ses différents métiers, ça ne peut se faire que par la preuve qu'un cas d'usage peut apporter de la valeur aux clients ou aux collaborateurs. Et donc, on a beaucoup travaillé, on a segmenté les collaborateurs, du top management aux collaborateurs en agence, quelque part, et ils ont tous eu un certain nombre de formations ou d'événements, de façon à la fois de travailler sur leurs compétences
et je dirais le comportement et le mindset, de façon à ce que vraiment l'entreprise soit data-driven. Et je pense qu'aujourd'hui, on est, parce que la question c'est un peu où en est-on, je pense qu'on a transformé. La donnée maintenant est au cœur des enjeux stratégiques. Elle nous permet, voilà. Mais demain, je pense qu'on n'a pas traversé le pont. On a encore des choses à faire pour réellement arriver à un niveau de ce que j'appellerais de data economy, c'est-à-dire que la donnée soit vraiment considérée comme un élément business au sein de l'entreprise et qu'on puisse réellement réfléchir de façon stratégique autour de cette donnée. C'est un actif stratégique. Elle est là pour supporter aujourd'hui tout le développement stratégique de l'entreprise. Mais je pense qu'on peut encore aller plus loin en termes d'acculturation. Merci. Deuxième facteur de succès qu'on a retenu, c'est bien sûr la gouvernance. Donc, bon, tous ceux qui s'intéressent au data management ont vu que concomitamment à la vague de nomination et de mise en place des Chief Data Officers dans l'industrie financière, banque, finance et également l'assurance, se sont développés bien sûr des projets de gouvernance. Donc ce qu'on souhaitait, c'était voir évidemment où on en était également aujourd'hui et est-ce qu'il restait encore des marges de progression. Alors je donne les résultats du sondage sur la gouvernance. Donc la question c'était: mon organisation dispose-t-elle? On peut remettre le résultat s'il vous plaît. Ah. Est-ce qu'on peut remettre? Voilà, merci. Mon organisation dispose-t-elle d'une gouvernance qui facilite et sécurise l'usage des données? Tout à fait d'accord, 16%. Plutôt d'accord, 44%. Donc 60% considèrent, ils sont plutôt d'accord sur le fait que dans leur entreprise, des progrès ont été faits en matière de gouvernance des données. En revanche, il reste encore 40% des répondants qui ne sont plutôt pas d'accord ou pas d'accord. Donc voilà, donc ça va illustrer les commentaires de mes invités sur cette gouvernance. Donc Christina. Alors c'est évident, comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui le Conseil général peut s'appuyer sur un réseau de plus de 60 CDO. Ces Chief Data Officers pour les plus grosses business lines et support lines ont eux-mêmes des équipes sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Donc c'est vraiment je dirais une communauté relativement large. Si on est un peu plus, je dirais pas simplement les CDO, mais on considère une communauté d'environ 1000 collaborateurs qui sont vraiment sur ces sujets data. Et donc, j'aurais tendance à dire oui, il y a une certaine maturité qui est là. On a fait des progrès et aujourd'hui, les data office ont des mandats qui leur permettent de suivre ce que moi j'appelle de la création de la donnée, donc ce qui va être tout ce qui est à la normalisation de la donnée, les data architectes, les data designers, au stockage, à la qualité, à la protection, à l'usage et la fin de vie de la donnée. Et donc l'idée, c'est vraiment de se couvrir l'ensemble de ce cycle de vie. Après, sur chacune de ces étapes de ce cycle de vie, là, si on rentre un peu dans le détail, on n'a pas à chaque étape le même niveau de maturité parce qu'on a été aussi soumis aux grandes vagues d'enjeux réglementaires qui ont été des boosters en termes de gouvernance, de mise en place de gouvernance. Donc on a parlé de BCBS 239 qui a fortement boosté, je dirais, la montée en maturité de l'entreprise sur ces sujets. Et donc, si je faisais une petite évaluation sur les sujets de data quality, la maturité est plus élevée. Sur les sujets de protection et de privacy, GDPR nous a aussi fortement aidé. Et en fait, voilà. En fait, l'idée, c'est que aujourd'hui, on a un niveau de maturité qui est relativement bon. Je pense que le mandat du Data Office, du CDO par rapport à la définition de la stratégie est clair et défini. Et sur chacune des étapes de ce cycle de vie, il y a des niveaux de maturité qui sont plus ou moins avancés. Dans ceux sur lesquels on a aussi particulièrement avancé ces derniers temps, c'est sur ce qu'on appelle les usages. Et donc, on a des data usage analysts maintenant qui accompagnent les métiers pour les aider sur ces volets. Et puis, moi, je pense qu'on ne peut pas parler de gouvernance si on n'a pas aussi... on a parlé des hommes, on a parlé des processus, mais il y a aussi les outils.
Et là aussi, ça prend aussi du temps de mettre en place tout le dispositif, tous les outils nécessaires pour assurer cette gouvernance autour de la data. On a mis en place les dictionnaires de données parce que c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, on travaille sur les catalogues de données qui sont toutes les sets de données disponibles dans les environnements Data Lake et DataWare, de façon à donner des idées aux collaborateurs sur qu'est-ce qu'on peut en faire comme usage. Voilà, donc après, il faut outiller toute cette gouvernance. Et je pense que c'est là où il y a encore des marges de progression. C'est faire que cet outillage soit complet et surtout que cet outillage soit chaîné. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un outillage de data quality, mais si entre je dirais le système qui vous permet d'identifier les anomalies, le système qui vous permet potentiellement d'envoyer ces anomalies, de suivre les plans de rémédiation, il faut chaîner l'ensemble avec les dictionnaires de données, avec les dashboards. Et donc, il y a encore des enjeux autour de cet outillage. Merci. Christophe. Alors, sur la gouvernance, je vais essayer peut-être de parler des 40% du bas que je peux comprendre sur cette partie-là. Parce qu'en fait, la gouvernance, on peut la voir soit d'une manière angélique ou finalement très opérationnelle. Donc la première gouvernance, c'est vrai que l'arrivée des CDO est un premier vecteur fort. En tout cas, dans une organisation, c'est un premier message fort. Il y a quelqu'un qui va s'en préoccuper. Donc il y a quelqu'un qui a une feuille de route, il y a quelqu'un qui va s'engager sur une feuille de route, etc., etc. Donc ça a été le premier vecteur. Simplement que ce vecteur a été porté par une régulation, des régulations. J'en gère quasiment une bonne vingtaine. Et en fait, aujourd'hui, on se trouve confronté à comment on fait en mode run. C'est-à-dire que quand vous êtes en mode setup, j'aurais presque tendance à dire que c'est facile. Ça reste un projet et vous lancez un projet. Et l'organisation, c'est fonctionner en projet. C'est facile. Vous avez forcément, vous définissiez des besoins, vous regardez les contraintes, vous établissez un budget, et c'est facile. Là, aujourd'hui, on est en mode run sur GDPR, on est en mode run sur le BCBS 939, etc., etc., etc. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, parce que forcément, vous n'êtes plus en mode projet. Là, il n'y a plus finalement d'argent qui tombe de la part du groupe ou d'un fonds. Il va falloir faire les choses sur son quotidien. Et forcément, ça se rajoute à moult autres choses que l'on fait dans nos quotidiens. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point de la gouvernance, c'est que bon nombre des pain points de l'organisation, on doit faire en sorte, et j'ai essayé de faire en sorte, que les points de douleur de l'organisation me remontent. En fait, je me suis rapidement aperçu que tous ces points de douleur ne me remontaient pas dans des stircos, dans des copiles, mais plus souvent dans les restaurants ou dans les ascenseurs de bergères. Et donc là, je me suis dit, il y a quand même un sujet de feedback. Comment je peux avoir du feedback des 3500 personnes chez BNP AM? Donc, on a mis en place là aussi une gouvernance, des outils pour que mes équipes puissent avoir finalement assez rapidement, et non pas aller à la pêche à l'info, puisque c'est ça qui coûte beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts, notamment pour mon équipe, d'avoir finalement une sorte de météo, ou en tout cas d'avoir des premiers bruits des pain points de l'organisation. Ça, c'est vraiment essentiel en termes de gouvernance. Et puis après, ce à quoi on s'est attelé aussi, quasiment 4 mois après mon arrivée, c'est que j'ai instauré un conseil d'administration de la data, donc avec, j'ai 60% du COMEX qui se réunit tous les mois sur des sujets data. Donc ils sont mobilisés tous les jeudis de la 4e semaine de chaque mois. J'ai 4 membres du COMEX, j'ai 8 à 10 N-1 des autres membres du COMEX, et on parle data tous les jeudis de chaque mois, de la dernière semaine de chaque mois. Et ça, c'est important parce que forcément, ce feedback, nous, on le collecte, on ressort finalement ce qui va bien et ce qui va moins bien, et c'est là où on s'engage vraiment sur des feuilles de route. Et je peux vous dire qu'on résout des points tous les mois et non pas tous les ans, en fait. Donc, ce qu'il faut bien faire comprendre dans cette organisation-là, c'est que c'est une histoire de rythme.
Si vous parlez au COMEX qu'une fois par an, ben forcément, vos points durent un an. Si vous leur parlez tous les mois, vous avez une chance de voir les choses s'améliorer le mois d'après. Merci Christophe. Donc le temps passe très vite et le timekeeper qui fait son boulot me dit qu'il nous reste 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse à la fois la conclusion et le commentaire au 3e point. On va les réunir de façon à... Bon. Et je dirais que ça peut justifier, puisqu'on avait beaucoup parlé du partage de la donnée, rappelez-vous, dans notre introduction. La 3e question portait justement sur ce partage. Je vais juste vous lire les résultats du sondage, et puis je vous laisserai commenter et également, évidemment, nous dire un petit peu quels sont les autres challenges qui se posent au data management. Alors sur la dernière question, les réponses sont les suivantes. La question était la suivante. Le partage des données est suffisamment développé et efficient dans mon organisation. Donc, 60% des personnes qui ont répondu ne sont pas d'accord. Ils considèrent que donc, le partage des données n'est pas encore suffisamment développé ou efficient. 52% sont plutôt pas d'accord et 4% sont une personne n'est pas du tout d'accord. Et 40% sont plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Donc là, on voit clairement que sur ce sujet du partage de données, qui est, je dirais, un point très important et qui était un des points à l'ouverture de cette table ronde, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Donc ça, voilà, je vous laisse commenter en conclusion ce point et puis nous dire si vous voyez également d'autres challenges pour le data management. Je vais commencer par Christina et puis on ira progressivement vers la droite des intervenants. Oui, merci. Alors, le partage des données reste. Alors, si tout à l'heure je vous ai un peu parlé de maturité, ça reste encore un sujet sur lequel on a encore des progrès à faire. Alors peut-être parce que je suis au niveau groupe, donc j'ai 25 BUSU en face de moi et donc c'est d'autant plus challengeant. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, pas simplement d'un point de vue technique, parce que ça veut dire interopérabilité des data lakes par exemple, ça veut dire beaucoup de choses techniquement, ça veut dire langage commun, standard entre data. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. On travaille aussi sur le mindset. Pour moi, ça reste quelque chose d'important de montrer par la preuve de l'avantage de partager. Je pense que sur ces sujets-là, la réglementation pourrait aussi évoluer. Je vous invite à suivre un petit peu les discussions qui peuvent être au niveau de la Commission européenne. On voit beaucoup de choses sur du partage de données à un niveau européen. Et quelque chose pourrait peut-être arriver. Donc là, on pourrait même presque être contraint sur ce sujet. Donc à nous d'anticiper ces éventuels sujets. Et pour aller vite, je dirais qu'il y a un autre sujet sur lequel nous, Société Générale, nous avançons. Et nous sommes convaincus qu'il y a... beaucoup de choses à faire. C'est suite notamment à GDPR et sur tout ce qui est mise en œuvre des durées de conservation. Dans un contexte où la donnée et le volume de données créées est de plus en plus significatif, face certes à des coûts d'infrastructures qui viennent à réduire fortement par rapport à des capacités de stockage de données, on ne peut pas être dans un mode de non-gestion de ce patrimoine de données. Et donc, de travailler sur cette fin de vie de la donnée, être sûr que nous avons les bons processus et les bonnes gouvernances en place pour assurer la destruction des données, quand on doit détruire les données, conformément à la loi, l'archivage, l'anonymisation, et s'assurer qu'on a un cycle de vie vertueux et qu'on maîtrise ce patrimoine des données. Et donc, on a mis récemment, au niveau des data office, la fonction de data record management qui vise à vraiment avoir cette gestion au niveau de la fin de vie de la donnée. Et c'est encore un autre enjeu sur lequel on travaille actuellement. Alors, sur le partage et l'accès, en effet, quels sont les obstacles à lever? Alors en effet, il faut déjà arriver à convaincre son RSSI sur le sujet. Il faut arriver à convaincre, là aussi, des années et des années de messages que l'on a adressés à des architectes solution enterprise et fonctionnels. C'est pas simple parce qu'en fait, vous avez des personnes qui ont été formées comme ça. Donc, on leur a dit depuis tout petit, en sortie d'école d'ingénieur,
que la donnée, elle était comme ça, que ça se silotait dans une application et que, grosso modo, il y avait des règles de partage ou pas. Donc aujourd'hui, on arrive en se disant la donnée, elle a de la valeur, donc il faut l'ouvrir. Donc si quelqu'un te dit qu'il en a besoin, eh ben, il faut que tu lui donnes que tu lui donnes accès à la donnée. Et c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, on a empilé les couches, on a empilé les systèmes. Tous les systèmes ne sont pas interopérables, et donc ça crée énormément de frustration. Et c'est pas parce que vous mettez vos données dans un data lake que tout d'un coup, voilà, c'est open bar. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ça pose énormément de questions de ce qu'on appelle le data permissioning. À partir du moment où vous faites ça, ça veut dire que vous devez là aussi sécuriser l'accès, parce qu'on a énormément de secrets, de données secrètes à protéger. On a le secret professionnel, on a le secret bancaire, on a le secret des assurances. J'ai un secret pour les sociétés de gestion. Donc ça, c'est très facile à dire, mais à paramétrer, ça pose des questions, je peux vous dire, existentielles, puisque ça revient à dire... Ok, j'ai un secret professionnel ou j'ai un secret bancaire, ben, quelles sont les données qui sont concernées par ce secret bancaire? Et c'est quoi la liste? Et qui est vraiment concerné? Et donc ça pose la question que, les utilisateurs, ou en tout cas les utilisateurs et les producteurs doivent se mettre d'accord sur ces besoins fonctionnels. C'est pas simple. Ça pose des questions sur... aujourd'hui, quels sont les outils sur le marché qui permettent de garantir finalement la sécurisation de nos données secrètes, puisqu'à partir du moment où on peut sécuriser le secret, ben on peut ouvrir tout le reste. C'est aussi simple que ça. Et là aussi, beaucoup d'acculturation, beaucoup de mindset et de change management. Et après, pour juste finir, une dernière phrase, c'est que le partage ou l'accès aux données, quand vous abordez ce sujet dans une organisation, tout de suite, les personnes vous sortent, je ne vais pas dire des cas d'école, mais tous les cas politiques internes d'une entreprise. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas un lien fort avec une régulation ou le secret professionnel. C'est, je ne veux pas forcément que telle ou telle personne ait accès à mes données. Mais alors finalement, il n'y a aucun fondement juridique ou professionnel à cette phrase. Et vous savez pertinemment que cette règle business, vous la paramétrerez dans aucune application et dans aucun data lake. Et donc, ça fait naître des fantasmes et beaucoup de bruit et beaucoup de crispation dans une organisation, parce que finalement, toutes ces règles métiers, on n'a pas besoin de les paramétrer dans un système. Et aujourd'hui, il faut arriver à faire le filtre et aujourd'hui arriver à se faire une conviction sur ce sujet-là, sans aller trop loin non plus, puisqu'en fait le but du jeu, c'est quand même d'ouvrir les données. Voilà. Moi, je vais prendre un Rapproche-toi. point de vue un peu à la fois opérationnel et aussi avec une vue interne à l'entreprise et avec les partenaires externes. Sur la vision interne, quand vous discutez avec un data scientist, qu'avant on appelait statisticien, voire actuaire, le data scientist, il vous dit, moi ce que je cherche, c'est des corrélations, c'est des prédictions, mais je ne sais pas quelles sont les variables qui vont me permettre de le faire. Donc ne me dis pas de me limiter à un jeu de données spécifiques sur des variables précises, parce que je ne sais pas ce qu'il en ressortira. Il faut que tu ouvres. Vient effectivement toute la problématique GDPR, anonymisation et autres. Donc c'est pour ça que là, la préconisation qu'on fait nous, c'est la mise en place d'une plateforme, d'un outil qui vous permet, via des environnements de développement, de recettes ou autres, d'avoir des jeux de données à peu près larges, sans briser effectivement tous les engagements qu'on prend auprès des régulateurs, mais au moins au premier point d'avoir tout le champ des possibles. C'est très important parce qu'encore une fois, le data scientist est tout à fait infoutu de vous dire quelles sont les variables déterminantes à la base, vu qu'il ne connaît que très rarement le métier sur lequel vous le mettez. Donc ça, c'est un premier point, ces environnements existants et l'accès large avec les bonnes règles. Le deuxième point auquel nous y ont fait face, encore une fois, avec ce modèle où la vente est externalisée, c'est que la plupart de nos contrats, finalement, aboutissent
champ des JV, où le partenaire va avoir la connaissance client. Moi, je vais avoir la connaissance produit, voire la connaissance historique de mes produits. Et on se retrouve avec les juristes en face à face en se disant, je veux avoir accès à tes données à toi, mais les miennes, tu peux pas. Ça paraît absurde. Je vous promets qu'en plus, vous vous retrouvez sur des cas comme ça, dans des zones où le côté juridique est un peu plus flou, comme l'Amérique latine. Ça devient à peu près complexe. Donc, on a créé une JV spécifique entre une grosse banque canadienne et Cardiff, basée en Amérique latine. On l'a localisé à Santiago. Créer la capacité juridique, c'est une chose. Créer en plus le respect de l'exploitation des données à l'intérieur de ces sociétés, c'est autre chose. Donc sur votre gouvernance, voilà, soyez très clair. Comprenez ce que vous avez dit à vos clients, ce que votre régulateur exige, afin de ne pas promettre un modèle qui soit basé sur des données inexploitables. Merci. Et donc, Ludovic, pour conclure. Ben, c'est pas simple de conclure parce que je crois que vous avez déjà dit beaucoup de choses. Donc je vais reprendre 3 petits points très rapidement. Le premier, dans le partage, on a eu une initiative, donc un groupe mutualiste, 15 caisses d'épargne, 11 banques populaires, toutes les filiales, etc. J'ai 42 entités en face de moi. On a fédéré les données de ces 42 entités dans un data lake group qui nous permet de pouvoir avoir accès aux données de 30 millions de clients au niveau du territoire français. L'accès à ces données, comme tu le disais tout à l'heure, ne peut pas se faire de façon extrêmement libre. C'est-à-dire que pour pouvoir y accéder, il y a un comité des usages. Vous venez présenter ce que vous voulez faire sur ce data lake. Vous détaillez votre cas d'usage. Il y a une validation par une entité où on a le juridique, la conformité, la RGPD. Et à partir du moment où vous avez le go, vous avez le droit de développer votre cas d'usage. Donc partage, oui, mais contrôlé. Ça fait le lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure de la confiance. Et puis j'aimerais prendre 2 petits exemples. Le premier, on a été le premier groupe bancaire, le groupe BPCE, à ouvrir il y a 2 ans une plateforme Open Data où on met à disposition des données à des tiers. Voilà, des données qui sont bien sûr anonymisées. Et je prends un exemple très intéressant qui a été mené par la Fédération nationale des banques populaires. Si on prend les 2 enseignes Banque Populaire Caisse d'épargne, on a à peu près 40% de part de marché sur les commerçants. Et donc sur les TPE qu'on met à disposition de ces commerçants, c'est-à-dire les terminaux de paiement. Et quand on a 40% de part de marché sur les TPE, on peut tirer une information extrêmement intéressante, notamment sur la nationalité des porteurs de cartes qui utilisent ces TPE. Et quand on va voir un office du tourisme ou une CCI dans une région en lui disant qu'on peut lui donner la vision sur la nationalité des personnes qui viennent dans sa ville au quotidien, qui consomment, etc., ça crée une véritable valeur. Et ça nous permet d'aller voir des organisations, des institutions, en leur disant, voilà, on vous donne accès à une nouvelle donnée qui est une open data qu'on vous met à disposition, qu'on crée et qu'on partage. C'est le 2e exemple. Et le 3e exemple, c'est certainement celui qui me tient le plus à cœur, c'est comment on peut repartager avec nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, leurs propres données. Alors, je prends toujours le même exemple qui est celui d'un projet qu'on a mené il y a 2 ans, qui s'appelle FeedPro ou BoostFeed, je crois que c'est les bons noms, qui a pour objectif de valoriser les données des TPE pour un commerçant. Si vous êtes chez McDo, si vous êtes chez Sephora, si vous êtes chez Leroy Merlin, vous avez un data analyst, un data marketer qui va analyser toutes vos données de paiement, qui va vous sortir toutes les analyses qu'il faut, etc. Et si vous êtes le petit boucher du coin, la coiffeuse, le pizzaiolo, etc., vous ne savez pas faire. D'abord, vous ne savez pas que vous pouvez accéder à ces données, vous ne savez pas quoi en faire. Mais tout simplement, nous, on a la capacité, quand on voit un TPE, on voit, suivant l'angle de vision qu'on a, si on est un commerçant, on voit moyen de faire un paiement. Si on est un technicien, on voit un boîtier avec un peu de techno derrière. Moi, je vois des tonnes de data qui sont générées par le TPE et stockées dans des bases de données. Et ces tonnes de data, on a capacité de les mettre en forme et de les restituer aux commerçants, gratuitement, pour lui dire, voilà, la donnée, on l'a revalorisée, on est capable de te dire quel est ton panier moyen, à quelle heure les clients viennent, quels sont les clients qui viennent et qui reviennent. Et puis, si ça t'intéresse, on est capable de te proposer une offre où on est banquier, on vend aussi des services. On est en capacité de vous offrir un service qui consiste à transformer ta carte de paiement en carte de fidélité. Et ainsi, quand vous venez, vous mettez votre carte de paiement pour la première fois dans le TPE, ça vous dit, est-ce que vous voulez que votre carte devienne votre carte de fidélité? Petit bouton vert qui vaut opt-in, oui. Vous rentrez votre numéro de téléphone mobile, vous recevez un petit SMS avec un lien, vous cliquez dessus, vous rentrez le nom, le prénom, l'adresse mail, c'est terminé. Vous avez créé pour votre client commerçant sa base contact.
Et puis derrière, on lui propose des programmes de fidélité adaptés, des campagnes de SMS, des campagnes d'email. Ça, c'est de la donnée que l'on repartage au bénéfice de nos clients et sur lequel on crée de la valeur. Et moi, je crois que notre enjeu, quand on parle de cas d'usage, il est là aujourd'hui. Il est comment on va revaloriser les données des clients particuliers pour les leur remettre à disposition et pour ne pas être vis-à-vis d'un client particulier, le conseiller de clientèle particulier, mais son coach de vie, pour pouvoir l'aider à coacher son pouvoir d'achat. Et avec le professionnel, comment on devient comment on devient un business partner pour l'aider à développer son fonds de commerce et son activité. Et avec la data, on peut faire ça aujourd'hui. Et ça change le positionnement de nos réseaux et ça change la façon dont on va concevoir la banque de demain. C'est pour ça que je dis que la data va nous permettre de transformer nos modèles bancaires. Merci donc à tous les quatre. Je me tourne vers le timekeeper pour savoir si on peut poser une ou deux questions, sinon nous conclurons. On va quand même autoriser les questions. Y a-t-il des questions? Bon, ah oui. Pardon, excuse-moi. Bonjour, moi j'ai juste une question concernant la gouvernance des projets qui de manière générale, sont quand même dans les organisations les premiers pourvoyeurs de, on va dire, de new data. Aujourd'hui, comment vous assurez avec votre rôle de CDO d'avoir un pied, une patte, une écoute vis-à-vis de tous les projets, de tous les nouveaux projets des sociétés pour lesquelles vous intervenez en fait? Comment vous êtes au courant de tous les projets? Alors, quelle gouvernance vous avez mis en place particulièrement? On va peut-être poser la question à Christophe qui est le CDO métier dans le groupe des intervenants. Ça a été assez facile, on s'est intégré à tous les comités d'architecture. Donc en fait, on a notre mot à dire, mais comme l'a dit Christina, déjà au titre de GDPR, puisqu'en fait on doit s'assurer que n'importe quel projet puisse faire les pré-PIA et puis le PIA quand c'est nécessaire. Donc ça a été le premier point. Et le second point, c'est que grâce à ça, ça nous permet aussi de sentir la santé du dictionnaire de données et donc de notre information model, donc et même finalement la santé de l'architecture fonctionnelle en général, puisqu'en fait on est en train de décommissionner, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon nombre d'applications. Moi en tout cas, en plus je suis business sponsor de la plateforme Big Data qui est en train de passer en prod. Forcément, il est hors de question que ça parte ailleurs, et c'est la cible, et donc on récupère les projets de cette manière-là, et on les fait progresser au moment de leur migration. Je veux juste ajouter un tout petit truc. J'ai fait 6 ans d'IT avant de basculer côté métier. Je pense qu'on a aussi un enjeu fort d'acculturation des équipes IT. C'est pas le tout d'acculturer les équipes métiers sur comment on va valoriser la donnée. Il faut aussi acculturer les équipes IT pour que dans leurs projets, ils prévoient les impacts data. Combien on a vu de projets qui, au terme du premier arbitrage, abandonnent toute la partie reporting, toute la partie BI, la propagation des données dans les data warehouses et les data marts. Bon, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à les acculturer pour que ce genre de choses n'existe plus, quoi. Merci. Timekeeper, une dernière question ou on conclut? Peut-être. S'il y en a une. S'il y a encore une question. Oui. J'ai une question pour Christophe, c'est ça, sur l'indicateur de data reach. Donc vous avez fait le parallèle avec la distribution et donc notamment les normes d'activité de performance, c'est-à-dire à partir de quel moment, à partir de combien de clients un conseiller est performant ou à partir de quel moment il a trop de clients. Voilà. Donc quel est l'objectif, on va dire, de cet indicateur de data reach, c'est-à-dire à partir de quel moment quelle valeur vous allez vous dire ça y est, j'ai atteint mon objectif. Et puis deuxième question, si cet objectif est atteint, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tout le monde a compris la data et l'intérêt de la data et tout le monde la valorise? C'est intéressant cette question. On l'a mis en place, notamment, du moins le premier objectif que j'ai voulu mettre en place, c'est déjà pour sentir si l'organisation, si j'avais un grip sur une organisation qui est très décentralisée. Donc ça a été le premier objectif, on va dire le niveau d'influence, le niveau d'acculturation. Et puis après, on s'est posé une autre question, c'est est-ce que moi, de mon côté, je suis correctement staffé
pour faire face finalement à cette montée en maturité. Ça, c'est un vrai sujet. J'ai des équipes qui bougent tous les mois, donc en fait, il est important que je veille à la santé de mes collaborateurs internes et externes. En juillet, j'avais une équipe de 30 personnes. En septembre, on était 12. Là, en ce moment, on est 18. Donc, c'est très volatile. Donc, au niveau, donc, ça me sert à sentir ça. Et après, il n'y a pas d'objectif en soi. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de se dire, tiens, cet indicateur, il doit être à 30 en janvier. C'est pas ça l'objet. C'est pas un KPI pour un KPI. C'est vraiment pour sentir si on a du grip sur l'organisation ou pas. Et le jour où cet indicateur descend, ça veut dire que j'ai deux enseignements. C'est-à-dire que soit je suis trop staffé dans mon équipe, ou soit la data community a complètement disparu. Et là, c'est le drame. Voilà. Et donc, là, grosso modo, ça me permet d'avoir finalement ces deux enseignements. Et je peux vous dire que le COMEX est très, très vigilant sur cet indicateur-là. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les quatre. Avant qu'on se quitte, une petite conclusion et une petite annonce. Voilà, donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le data management. On a fait un petit sondage dont les réponses étaient intéressantes aujourd'hui. Donc on va étendre la démarche. Donc j'annonce qu'Investance va lancer une étude de benchmarking sur les pratiques du data management. Donc on fait le kick-off de cette étude en attendant qu'il y ait des lundis. Donc vous voyez, c'est tout frais. On va interroger, je pense, 300 à 400 professionnels du data management, à la fois dans notre industrie traditionnelle, c'est-à-dire banque, finance et assurance. Et pour la première fois, Investance va faire une incursion dans des acteurs non bancaires, donc utilities, industrie. Donc ce sera à peu près 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de clients, on va dire, écosystème traditionnel d'Investance, et 1 tiers parce qu'il y a beaucoup à apprendre aussi, bien entendu, de vos confrères dans les secteurs non banque, finance, assurance. Donc cette étude sera lancée là, la semaine prochaine, et on fera certainement, je pense, une restitution dans un événement qui, je pense, aura lieu au début du printemps, vers le mois de mars. Merci à tous.